Salut à tous, j'espère déjà que vous portez bien. Déjà, bienvenue dans cette 31e partie et la fin de notre formation sur la création d'un site e-commerce de A à Z sur Symfony 7. Je rappelle que ceci est la fin, c'est-à-dire la 31e partie d'une formation. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo au hasard, donc je vous conseille déjà de commencer par la première vidéo et de suivre étape après étape. Donc, tout au long de cette formation, on a mis en place un ensemble de fonctionnalités pour notre application. Donc, déjà, en commençant par le système d'authentification au produit, la création des produits, la modification, la mise à jour des produits et tout le reste. Donc, nous avons aussi implémenté le système de catégories. Donc, on pouvait catégoriser nos produits. On pouvait lister en catégories, sous forme de catégories. On pouvait les lister par catégorie et par sous-catégorie. Après cela, nous avons aussi mis en place le panier, donc dans lequel le client pouvait ajouter un ensemble de produits au panier. Et après ce panier, il devait payer sa commande. Et donc en payant cette commande, il va tout simplement se rendre dans la page de checkout, qui était cette page-là, qui était constituée d'un formulaire qui récupérait les informations du visiteur. Donc, c'est ce que nous avons mis en place. Donc, après avoir rempli les informations de son checkout, ça devait lui permettre de pouvoir soumettre sa commande. Donc, et au niveau de la page d'administration, l'administrateur devait recevoir cette commande-là. Et pendant l'envoi de cette commande, on lui transférait un message par email pour le notifier de la réception de sa commande. Donc, et puis, au niveau de l'administration, au niveau de l'administration, au niveau de la page d'administrateur, le propriétaire de la boutique, c'est-à-dire l'administrateur principal, avait la possibilité de pouvoir afficher les commandes envoyées. Donc, pouvoir afficher les commandes, images et pouvoir aussi marquer une commande comme livrée. Il avait aussi cette possibilité-là de pouvoir imprimer la commande. Et aussi, un autre système, un autre système était constitué je pense, de deux moyens. On pouvait payer à la livraison et payer une fois en ligne. Et quand il payait en ligne, on avait implémenté le système de paiement par Strater, lequel pouvait payer. Et après le paiement, on faisait un système de notification. Donc, dans cette vidéo de conclusion, c'est la conclusion qui est vraiment nécessaire. Donc, à ne pas prendre à la légère, c'est justement pour cela. Donc, je vous conseille d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Parce que dans notre application, on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir en une seule formation, non. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des petits conseils sur des fonctionnalités que vous pouvez ajouter ou sur des parties que vous pouvez compléter par la suite. Parce que on apprend beaucoup plus mieux qu'en pratiquant. Donc, dans votre application, vous allez toujours continuer donc de l'améliorer au fur et à mesure. Donc, ici, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner quelques esquisses, quelques informations qui pourront vous aider dans la suite de votre apprentissage de Symfony. Parce que ça ne s'arrête pas là. Mais déjà, à ce niveau, si vous allez arriver à ce niveau, cela suppose que vous pouvez déjà vous considérer comme étant un développeur Symfony. Mais ce n'est pas suffisant. Et vous avez encore des choses à apprendre. Mais jusqu'ici, c'est déjà à ce niveau, je suppose que vous êtes déjà à mesure de développer un site sur Symfony. C'est justement le but de cette vidéo parce que mon objectif était celui de vous donner les compétences clés pour pouvoir vous lancer dans Symfony. Mais après cela, vous allez continuer avec la formation. Justement pour cela, déjà, je vous conseille déjà de commencer par vous abonner et de suivre mes vidéos. Parce que dans la suite, je vais continuer avec des vidéos sur Symfony. Donc, des vidéos qui visent à compléter ce que vous avez eu à apprendre ici. Si ici, on ne peut pas dire qu'on a tout vu, mais on a vu l'essentiel, ce qui peut déjà vous permettre de pouvoir développer des applications sur Symfony. Donc, je vais commencer par la page d'authentification. Donc, on va essayer de vous expliquer, de voir comment vous pouvez gérer. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez compléter, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc, on avait mis en place le système d'authentification. Donc, on se servait de Security Symfony. Donc, on se servait de Security Symfony. C'est pour cela que j'avais dit que pour cela, il fallait se rendre dans Security. Donc, une fois dans Security, vous pouvez aller dans la description. Donc, si vous avez des trucs à compléter dans votre système d'authentification, vous pouvez lire entièrement la documentation. Donc, il faut aussi apprendre à lire la documentation. Parce que dans le tutoriel, je me suis passé de la documentation parce que déjà, je sais, donc j'ai fait le nécessaire pour avoir un système d'authentification
qui est fonctionnel. Mais dans certains cas, vous pouvez être dans des cas un peu particuliers. Par exemple, au lieu de récupérer, par exemple, parce que dans notre cas, on avait les mails comme étant la propriété pour pouvoir connecter l'utilisateur. C'est pourquoi au niveau de notre formulaire, qu'est-ce qu'on faisait? On demandait, on, on demandait, on demandait tout simplement l'adresse email de l'utilisateur. Ce qui me rend dans me connecter, on demande l'adresse email de l'utilisateur et le mot de passe. Dans certains cas, vous pouvez vous servir du numéro de téléphone, hein. Donc, si vous avez une propriété phone qui récupère le numéro de téléphone au niveau de votre entité, parce on avait une entité user qui était directement lié à l'autre système d'authentification. Donc, si je me rends là, au niveau de quoi? De cette entité user. Si j'ouvre là, euh, si j'ouvre cette user là, donc si j'ouvre user, si j'ouvre ceci, à ce niveau-ci, on avait les mails. On avait le first name et on avait aussi le last name. Donc, on avait tout ceci. Maintenant, imaginez-vous si vous souhaitez connecter l'utilisateur à partir du last name au lieu de l'email. Parce qu'ici, on avait un autre email qui était défini en tant que propriété unique que le gars qui veut le servir d'utiliser l'utilisateur. Dans certains cas, on utilise le numéro de téléphone, ainsi de suite. Donc, dans ce cas, il faudra seulement aller modifier cela au niveau de votre sécurité. Si vous souhaitez connecter l'utilisateur avec le last name au lieu de l'email, vous pouvez modifier cela. Si on se rend au niveau de sécurité, donc je vais essayer de me rendre au niveau de config. Hein. Aller dans config. Une fois dans config, on a ceci. Donc on va dans package. Hein. Une fois dans package, si j'ouvre la page, si j'ouvre tout simplement, je sais pas, security.yaml. Donc ici dans security, on a app user provider. Donc ça va déjà permettre de pouvoir définir cela. On a l'entity. Donc, vu que notre système d'authentification est basé sur l'entité user, on a cette entité, c'est user, donc app entity. Ensuite, on a property. Ce property, c'est en fait l'élément avec lequel on va connecter l'utilisateur. Donc, ici, on a email. Dans le cas, supposons qu'on avait décidé connecter l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone, c'est qu'on devait ajouter un champ phone ici pour pouvoir récupérer le numéro de téléphone et venir ici, à ce niveau tout simplement. Au lieu d'entrer mail, vous pouvez donc entrer phone. Comme ça, Symfony automatiquement va changer les mails par le phone, par le téléphone. Donc, on va plutôt vérifier l'utilisateur à partir du numéro de téléphone. Donc, vous pouvez aller aussi avec le first name. Donc, avant d'entrer ceci, rassurez-vous d'avoir cet élément-là, cet attribut au niveau, au niveau de votre entité. Donc, ici, vous pouvez aller avec le first name. Dans le cas où on souhaite connecter l'utilisateur avec le first name. Donc, ceci, c'est ce qui était pour l'information. Parce que dans certains cas, ça peut varier. Donc, c'est un peu cela. Et vous avez aussi le choix d'ajouter autant d'éléments, hein, autant de champs possibles pendant l'inscription. Comme j'avais bien expliqué, vous passez seulement par Make Entity User. Et puis, ça vous demande de les changer. Ben, vous ajoutez. Ensuite, vous allez au niveau du formulaire, de form type. Vous ajoutez aussi ce champ-là, comme on a vu tout au long de la vidéo. Donc, vous comprenez déjà de quoi je parle. Parce que si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, cette formation sur la fin, c'est que vous devez normalement vous retrouver. Maintenant, on a ici, on a quoi? On a Remember Me. Remember Me, c'est tout simplement dans Security. Donc, ça concerne le système d'authentification. Ici, on a Remember Me. Remember Me, c'est tout simplement se souvenir de moi. Et ici, on avait défini ça automatiquement. Ça suppose que, ici, c'est true. On peut mettre false. Donc, ça suppose que après la première connexion, si l'utilisateur revient dans le même site, après 2 ou 3 jours, ça va reconnaître sa session. Donc, tout simplement, c'est ce qui est ici en train de se passer. Maintenant, ici, on a quoi? On a lifetime. Lifetime ici correspond à la durée. Donc, à la durée de la session. Et ici, ça se donne en secondes. Donc, ici, après ce temps, la session que vous allez stocker en local va tout simplement s'épuiser. Donc, ça sera invalide. Et du coup, l'utilisateur devrait encore normalement se reconnecter. Donc, si vous souhaitez augmenter la durée de la session en 1 mois, 3 mois, 4 mois, parce que dans certains cas, on peut aller jusqu'à 1 mois si on souhaite garder l'utilisateur connecté pour un certain temps. Pour un certain temps, ça montre, vous pouvez tout simplement modifier ceci à ce niveau-ci, tout simplement. Donc, c'est ce qui était pour cette information.
Au niveau d'Access Control, donc ceci est le résumé. C'est pour résumer ce qu'on a eu à mettre en place et ce que vous pouvez aussi, tout simplement, euh, voilà, ajouter. Comme je l'ai expliqué tout au début de la vidéo. Ici, on a Access Control. On avait le path qui permettait de définir les rôles, hein. Les rôles, ce qui suppose qu'en définissant les rôles, on devait définir en fonction du rôle d'utilisateur. Pendant l'ajout à la base de données, on devait stocker ces rôles-là au niveau de notre base de données, tout simplement. Donc, ceci était ce qui était pour le système d'authentification. Ou qu'est-ce qu'on faisait? Ou on authentifiait l'utilisateur tout simplement. Donc, c'était ceci. Ici, donc, je suis donc déjà connecté. Donc, je peux revenir là. Là, étant connecté, on avait les différents menus. On avait le système, étant connecté en tant qu'administrateur, on avait une différenciation au niveau du menu parce que là, on avait le côté administration qui affichait les catégories, les sous-catégories, et ainsi de suite. On avait le commande livrée, commande non livrée, parce que là, je suis connecté en tant qu'administrateur. Et voilà, et on avait vu comment on pouvait gérer tout ça là. Donc, on avait vu avec, pour l'affichage au niveau du menu, si je me rends tout simplement au niveau de notre fichier de menu, là, dans le template, ensuite layout, dans nav, bon, là, vous allez constater tout simplement que là, on avait is grand suite. Is grand suite permettait de vérifier. Donc, if is grand suite, c'est-à-dire si l'utilisateur est en rôle admin, si l'utilisateur connecté est un administrateur, c'est dans ce cas hein, qu'on devait afficher tout ceci. Et ensuite, s'il n'est pas utilisateur, c'est-à-dire s'il n'est pas connecté, si if app.user, on utilisait le app.user pour vérifier si l'utilisateur était connecté. S'il n'était pas connecté, quand on dit si app.user était égal à false, c'est dans ce cas, c'est où on devait tout simplement afficher notre bouton s'inscrire et notre bouton se connecter. Et dans le cas contraire, ça se passe s'il est déjà connecté, on n'a plus besoin de ceci. Au lieu de ça, on pourra plutôt tout simplement afficher le bouton de profil. Donc, on n'a pas travaillé sur la part de profil de l'utilisateur dans dans cette formation, mais déjà, pour des questions de test, pour des questions de pratique, parce que vous allez devoir pratiquer. Donc, déjà, je vous conseille déjà de pratiquer de peur d'oublier. Justement pour ça que, mais je pense déjà qu'après les 30 vidéos, vous avez déjà un niveau assez conséquent. Donc, vous allez ajouter à votre application, hmm, la fera office de votre pratique. Vous allez ajouter la page de profil où l'utilisateur pourra cliquer là-dessus pour afficher entièrement son profil. C'est-à-dire, déjà, premièrement, les informations de son compte. Pourra afficher les informations de son compte. Donner aussi la possibilité de mettre à jour son compte parce qu'il peut décider un jour, chercher à changer son mot de passe ou de changer son nom d'utilisateur, tout ça. Donc, ou de changer ses informations personnelles. Donc, vous allez ajouter à cela le lien qui va lui permettre d'échanger ses informations personnelles, telles que l'email, le numéro de téléphone, le nom, le prénom, ainsi de suite. Donc, c'est ce que vous allez faire. Et aussi, en plus de ces informations personnelles, vous allez aussi donner la possibilité de pouvoir aussi, euh, je peux dire, de pouvoir mettre à jour son mot de passe. Donc, et pour la mise à jour du mot de passe au niveau du contrôleur, ce que vous allez faire tout simplement, ça sera tout simplement de pouvoir prendre d'abord le mot de passe de la base de données, récupérer le mot de passe qui a été fourni par l'utilisateur et premièrement, vous devez déjà demander son ancien mot de passe. Ensuite, le nouveau mot de passe et par la suite, vous pourriez donc demander la confirmation. Donc, vous pouvez demander la confirmation de son mot de passe. Son mot de passe tout simplement. Et s'il entre le mot de passe de confirmation et l'ancien mot de passe, vous vérifiez l'information au niveau des conditions. Donc, si les informations sont vérifiées, dans ce cas, vous allez tout simplement mettre à jour le mot de passe. Donc, c'est assez facile à faire. Et aussi, si ce n'est pas vérifié, vous allez tout simplement afficher à l'utilisateur un message flash. Et vous servez des flash messages, comme on avait vu au niveau de notre application. Je pense vous avez montré comment on pouvait utiliser les messages flash, qui étaient ces messages-là qui vous permettaient tout simplement de pouvoir notifier l'utilisateur en cas de quelque chose. Donc, voilà, c'est un peu cela. Je pense pas la même application. Non.
Donc, globalement, c'était cela. Donc, vous allez ajouter à cela les messages flash qui va tout simplement vous permettre de pouvoir notifier cela comme je l'ai bien expliqué. Et après avoir complété cela, donc on va progresser. On va progresser avec notre présentation. À ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place le système de produits, donc qui déjà permettait de modifier des produits, tout cela. Si je me rendais ici dans l'administration, au niveau des produits, j'avais ceci, j'avais cette page de produits là. J'avais cette page de produits. Et pour créer un produit, on avait quoi? On avait créé New. Ce que vous allez faire, sur chaque produit affiché ici, vous allez ajouter une image de produit, comme on a fait pour les commandes. Je pense que pour des commandes, on avait des images de produits. Donc, pour chaque produit, vous allez trouver un moyen vous allez ajouter des images de produits pour chaque produit au niveau du produit, la page produit. Ça permet déjà d'identifier le produit à partir d'ici, d'identifier physiquement le produit à ce niveau-ci. Donc, c'est un peu cela. Vous allez ajouter ceci. Maintenant, si on progresse au niveau des détails sur le produit, parce que pour ajouter le produit, vous pouvez aussi ajouter tout un tas d'informations parce que je pense qu'au niveau de la description, au niveau d'une description des vidéos, j'avais un utilisateur qui avait suggéré d'ajouter à cela la couleur du produit, d'ajouter tous les détails autour du produit. Mais comme il fallait rester simple, hein. Il fallait rester flawless, mais si vous comprenez dans le principe, vous serez déjà à mesure d'ajouter toutes ces propriétés-là. Il avait suggéré d'ajouter le produit, le poids du produit, la taille, les différentes variétés du produit disponible. Donc, c'était ça, c'était quelque chose qu'il avait suggéré. Mais vous pouvez toujours l'implémenter dans votre application. Donc, vous pouvez travailler là-dessus. Donc, je rappelle toujours que ce n'est qu'en travaillant que vous allez finir par enregistrer pour toujours dans votre cerveau. Donc, c'est un peu cela. Donc, après donc cela, au niveau de vos produits, vous pouvez ajouter la couleur, le champ couleur de produit. En plus de l'image de produit, vous pouvez aussi ajouter à ça la galerie du produit. Je suppose que, et cette galerie devrait s'afficher dans la page qui affiche le produit. Supposons qu'on est au niveau de la page d'accueil, hein. On a ce produit-ci. On doit demander afficher le produit, mais si on clique sur visualiser le produit, c'est donc après, c'est donc à ce niveau, vous devez afficher la galerie du produit, peut-être juste sur cette section-ci. Ça permet aussi d'avoir je sais pas, plusieurs images du produit. Supposons que vous souhaitez présenter la vue de face, la vue arrière, la vue de dessus, la vue de dessous, une vue de projection et tout le reste. Vous pouvez ajouter cela. Donc, ça permet tout simplement d'avoir beaucoup plus de détails sur le produit au niveau de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur va pouvoir mieux observer le produit. Donc, vous avez aussi la possibilité, déjà, je vous suggère déjà de faire cela, d'ajouter un champ galerie de produits. Galerie de produits. Pour pouvoir compléter votre application. Et si vous êtes incapable de le faire, je suis toujours disponible pour vous accompagner. Parce que mon objectif à travers cette chaîne, c'est c'est de vous offrir le nécessaire pour vous en sortir dans la vie du programmeur. Ou aussi de booster votre niveau. Donc, si vous êtes coincé, si vous souhaitez un accompagnement, vous avez toujours le choix. Donc, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez mon numéro au niveau de la description. Donc, si même déjà à partir de ceci, vous souhaitez compléter tout, vous souhaitez aller au bout de ceci, vous souhaitez moderniser toute votre application, c'est cette application qu'on souhaite de réaliser, vous avez toujours le choix de me contacter en description. Donc, je pourrai vous accompagner, vous suivre au niveau de l'amélioration de votre application. Vous dire exactement quoi faire, changer quoi passer pour avoir quelque chose de beaucoup plus lourd. Si vous êtes dans un cadre beaucoup plus, si vous êtes dans un cas qui est beaucoup plus, euh, euh, je ne sais pas comment dire. Donc voilà. Donc si vous souhaitez être accompagné, vous avez le choix de m'écrire en description. Même si vous travaillez sur un projet, ça peut être pour un langage. Si vous travaillez sur un projet, et que vous êtes coincé, que vous avez besoin d'être soutenu, si vous avez besoin de beaucoup plus de conseils, ou si vous avez mis en place une application et que vous avez besoin d'avoir mon point de vue sur l'application, sur des améliorations, comment vous pouvez faire pour optimiser votre code, vous avez toujours le choix de me contacter parce que parfois ce qui marche ne marche pas toujours bien. Donc dans certains cas,
Par exemple, vous dites que vous avez une application qui est fonctionnelle, alors que dans certains cas, alors que vous avez fait des erreurs. Et pour comprendre un certain nombre d'erreurs, il faut beaucoup plus, il faut comprendre la chose, hein. Il faut être quelqu'un, il faut avoir l'expérience. Parce que ce côté expérience, c'est toujours c'est un plus. Donc, je dirais même que c'est quelque chose d'assez crucial. Donc, quand on parle d'expérience, parce que étant débutant, vous allez faire des erreurs que parfois vous n'allez même pas vous en rendre compte, hein. Donc, en fonction du contexte et tout cela. Donc, vous ne savez pas. Mais votre code a l'air de bien fonctionner. Par contre, ça peut avoir des failles, ça peut avoir des erreurs, ça peut avoir des problèmes. Donc, dans ce cas, vous pouvez juste faire appel à quelqu'un qui maîtrise beaucoup plus mieux, de pouvoir étudier votre code afin de vous faire des propositions sur des améliorations et beaucoup plus comment faire pour améliorer cela. Donc, pour des questions d'experts, je suis disponible, je suis à votre disponibilité. Donc, on va continuer. Comme je disais, vous allez ajouter à ça les images, donc les images de produits. Vous allez créer une galerie dans laquelle vous allez permettre au utilisateur de pouvoir. Et ce champ galerie doit être un champ de type multiple. C'est-à-dire, ça va permettre déjà de sélectionner plusieurs images. Dans ce cas, on a vu seulement comment sélectionner une seule image, mais dans le cas de galerie d'images, vous allez implémenter un input de type multiple qui va permettre de sélectionner plusieurs images à la fois. Et pendant donc l'ajout, vous allez créer une entité Product Gallery, donc qui va stocker les noms des images en relation avec votre produit. Et dans ce champ, ça va stocker donc. Et au moment d'afficher cela, vous allez tout simplement lister les images qui sont au niveau de votre table Product Gallery, qui correspond au produit en question, tout simplement. Donc, c'est tout ce que vous pouvez ajouter au niveau des produits. Au cela, vous pouvez aussi ajouter, est-ce que le produit est en promotion? Est-ce que c'est pas en promotion? Est-ce qu'il y a un code promo? Tout cela. Donc, au niveau aussi de la page commande, vous pouvez aussi ajouter le système de code promo. Donc, il y a tous ces éléments que vous pouvez travailler pour ajouter à notre application. Mais nous, on va arrêter au niveau de la 31e partie. Parce que je suppose que ce que vous avez appris dans cette formation, ça va déjà vous donner du moins, du moins les moyens pour pouvoir vous adapter. Et si vous êtes toujours coincé, c'est pas un souci. Vous avez toujours le choix de me contacter. Là, je vais essayer de vous soutenir de manière individuelle, donc individuellement. Donc, c'est un peu cela. On va continuer. Après, les produits, j'étais dans quelle section? Au niveau de la section produit. Donc, c'est tout simplement que vous pouvez ajouter au niveau du produit, au niveau de store épuisé. Il y a aussi appelé quelque chose. Au niveau de la page produit, vous pouvez aussi, au lieu, parce que ce que nous avons fait ici, tout simplement, c'est qu'on a listé tous les produits de la base de données. Donc, on n'a pas essayé de vérifier si le produit était en store ou pas. Mais je rappelle, pour l'affichage des produits, on n'a pas essayé de vérifier si le produit était en store ou pas. Donc, ce que vous allez aussi faire de votre côté, vous allez vérifier une petite vérification au niveau de la base de données ou pendant l'affichage pour vérifier si le produit est en stock. Et dans ce cas, afficher stock épuisé. Tout simplement, au lieu d'ajouter au panier, parce que je ne vois pas l'intérêt d'ajouter un produit qui n'est pas en stock au panier. À part si vous êtes dans un système où l'utilisateur donne la possibilité d'ajouter le produit épuisé au panier pour lui permettre déjà de se procurer d'une nouvelle livraison pour par la suite livrer le client. Et dans d'autres cas, vous pouvez verrouiller l'ajout au panier pour des produits qui sont, tout simplement qui ne sont pas en stock. Donc c'est un peu cela. Vous pouvez ajouter ce côté store refusé ou produit en stock. Donc déjà, ça va déjà vous permettre de pouvoir gérer cela à ce niveau aussi. On ne l'a pas ajouté au niveau de notre application. Mais au niveau de l'administration, on avait tout cela. On pouvez afficher le stock. Et donc en cas où le stock s'épuisait, on affiche tout simplement stock épuisé. Donc si vous allez essayer de voir. Aussi une chose, hein, il y a aussi une information que vous devez savoir parce que en programmation, la plupart des temps, l'information est utile. Donc quand vous savez, quand vous comprenez le système dans lequel vous y êtes, là déjà, c'est déjà très facile. C'est déjà un pas parce que ça va vous permettre de pouvoir faire des mises à jour en fonction de la situation. Alors que si vous êtes inconscient de la situation, là, dans ce cas, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Donc, avoir l'information, même si l'application est incomplète, mais si vous êtes conscient, hein, si vous êtes déjà conscient du fait que votre application est tout simplement incomplète, déjà, ça va vous donner cette possibilité de pouvoir
modifier pour pouvoir la compléter au fur et à mesure. Au niveau des images, hein, si vous vous rappelez bien, au niveau, quand on crée, quand on tente d'ajouter un produit, tout ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne une image et on upload, hein, et puis on soumet l'image au niveau de l'application. Donc, ce que le système va essayer de faire, c'est que le système va déplacer l'image pour aller stocker dans un répertoire. Et puis ça va stocker la référence de l'image, c'est-à-dire le nom de l'image au niveau de la base de données. Et c'est à partir de ce nouveau base de données qu'on va pouvoir afficher l'image dans ce répertoire-là. Là, c'est bien. Ça marche pour l'instant, ça marche. Mais qu'est-ce qu'il y a de souci ici? Un petit souci, c'est que ici, on n'a pas vérifié la taille de l'image. C'est déjà, il faut déjà comprendre ce fait-là parce que on ne peut pas tout voir dans une seule formation. Parce que sinon, on risque d'avoir une formation qui serait extrêmement longue, hein. Et du coup, c'était déjà pour vous donner cette prise en main, cette prise en main de la chose. Vous devez déjà comprendre la chose. Et je suppose qu'à ce moment, celui qui a vu jusqu'à la fin peut déjà développer sur Symfony. Mais il a des petites choses à compléter. Donc, je préfère être direct et clair avec vous. C'est pas pour vous dire que vous êtes déjà des experts. Vous avez tellement de choses à apprendre. Tout comme moi, j'ai tellement de choses que je maîtrise que je n'ai pas pu implémenter dans cette formation pour ne pas vous perdre. Parce que, à trop, vous allez constater que je reste assez simple. Donc, je reste sur quelque chose qui est assez simple en termes de compréhension. Donc, si en dehors de mes tutoriels, si vous suivez d'autres tutoriels, vous allez constater que là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Et quand ça devient beaucoup plus difficile, ça devient difficile pour l'apprenant de comprendre. Parce que le plus important, c'est de pouvoir adapter la formation à la situation de l'élève. C'est pourquoi, pourquoi pour chaque formation, je prends toujours le temps de travailler de telle sorte que l'élève va comprendre de manière automatique. Vous allez constater que mes formations sont généralement beaucoup plus abordables par rapport à d'autres formations. Parce que je connais l'apprenant, je connais que parfois ça peut être difficile et je travaille dans le sens à rendre la chose la plus simple possible. Si je, 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 je vous, je vous montre les bonnes méthodes d'une autre manière. Donc, d'une autre manière. Donc, ici, c'est un peu cela. Donc, vous avez ceci. Ce qu'on a essayé de mettre en place. Et pour l'image, comme oui, j'ai parlé bien de l'image. Ici, on upload l'image tout simplement. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, dans un premier temps, parce qu'aujourd'hui, on connaît très bien qu'il y a des téléphones qui filment des images qui sont assez lourdes. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, un Samsung S21, tout ça, vous allez constater que, après une prise de photo, vous pouvez vous retrouver avec une image de 10 mégapixels, hein. Même à partir du Samsung Galaxy S4, vous avez des images qui sont extrêmement lourdes, hein. Des images de 4 mégas, 10 mégas, parfois de 15 mégapixels. Et si vous uploadez directement ces images-là sans compression, déjà, ça va occuper trop d'espace au niveau de votre serveur. Ces informations sont vraiment utiles. C'est pourquoi je vous ai conseillé de suivre la vidéo jusqu'au bout. Ça va vous permettre déjà de comprendre ce que vous avez mis en place. Quelles sont les barrières, qu'est-ce qu'il y a à compléter dans ce que vous avez développé. Comment vous pouvez faire pour l'améliorer. Et si ça fonctionne, mais dans le cas si on va envoyer les images directement. Donc, en envoyant les images directement, déjà, ça va occuper trop d'espace au niveau de votre base de données, au niveau de votre serveur. Là, c'est déjà le premier problème qui n'est même pas celui qui est le plus grave. Parce que si vous avez pris un hébergement de, je sais pas, de 500 gigas d'espace, là, ça peut pas trop affecter. Maintenant, le programme le plus grave, ça reste au niveau du chargement, hein, au niveau du chargement de la page. C'est pour ça qu'on dit que dans des applications ou dans des sites web, généralement, c'est conseillé de travailler d'abord sur les images, hein, pour les rendre moins lourdes, hein, pour les rendre les plus légères possible, parce que une image légère va faciliter le chargement de la page. Donc, si vous essayez de lier directement les images lourdes dans votre site, vous allez constater que le site prendra beaucoup de temps pour se charger. Si vous êtes en local, vous n'allez pas observer ce problème-là parce que vous êtes en local et que les images sont stockées dans votre disque dur. C'est pas comme si ça devait aller dans un serveur téléchargé ainsi de suite. En local, ça va fonctionner. Mais une fois votre site hébergé, vu que le client est distant, c'est dans un hébergeur, le client est distant, le client interroge l'hébergeur ou le serveur à partir de son navigateur. Et comme le serveur est distant, le serveur n'est pas directement dans votre disque dur,
Le navigateur va devoir télécharger toutes ces images-là. Va devoir télécharger toutes ces images-là avant de les afficher. Et si vous avez des images qui sont très lourdes, ça va prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir les charger. Et du coup, ça va ralentir le chargement et ça peut, dans certains cas, ramer votre PC, votre navigateur, parce que c'est très lourd. Donc, il faut connaître ce problème-là. C'est pourquoi, si vous pouvez constater que les images que j'ai jugées sont des images qui sont assez légères. Donc, si on m'en va dans afficher l'image, Open Image New Tape. Et nous, ici, c'est constaté que les images ne sont pas des images qui sont très très costauds. Les images restent assez lourdes. Mais si vous avez, à part si vous avez un administrateur qui maîtrise l'outil informatique, qui va devoir redimensionner, alléger les images, ça va rester beaucoup plus compliqué. Parce qu'à chaque fois, il va falloir redimensionner les images pour les uploader. Dans ce cas, quelle est la solution directe? La solution directe permet, déjà, la solution qui n'est pas la mieux appropriée correspond à mettre, à mettre une contrainte de validation. C'est-à-dire, si soumet une image de plus de demi-méga, ça affiche une erreur du genre, votre image est très lourde. Elle est très lourde pour veiller diminuer la taille ou choisir des images à taille faible. Au poids faible tout simplement. Dans ce cas, ça peut marcher parce que là-bas, vous allez éviter l'utilisateur d'uploader des images qui sont lourdes, donc qui pourraient par la suite empêcher ou disons empêcher la navigation ou le chargement, être un frein au niveau du chargement des pages, au niveau du chargement rapide des pages. Ça marche, mais c'est pas ce qui est le plus conseillé. Supposons que si le client veut tout simplement, s'il a mis l'image et qu'il doit redimensionner toutes les images et qu'il a fait passer son mobile et puis bon, avant d'uploader, cela va devenir très fastidieux. Ça devient très difficile pour lui. Et du coup, et c'est pas tout le monde qui maîtrise l'outil Photoshop ou autre outil pour pouvoir alléger les images. C'est pourquoi la deuxième option est l'option qui est la plus conseillée. Vous récupérez toutes les images. Maintenant, au niveau de votre application, vous allez ajouter un script qui va vous permettre de pouvoir compresser, de pouvoir diminuer la taille de l'image avant de la sauvegarder. Là déjà, là ça reste la meilleure solution. La première solution est celle de pouvoir limiter la taille, d'ajouter une contrainte de validation. Quand il ajoute une image qui est très lourde, vous affichez un message du genre votre image est très lourde, ne peut être acceptée. Ou la deuxième solution qui est la plus pratique, qui est la plus pratique et la plus, je sais pas comment dire, c'est de pouvoir compresser vos images au niveau du serveur. C'est-à-dire soumettre l'image, peu importe la taille. Si c'est une image de 15 mégas, le système va récupérer l'image, la compresser. Peut-être qu'il était de 15 mégas à 400 kilooctets avant de la sauvegarder. Cela garantit que vous aurez toujours les images de bonne qualité, de bonne taille pour votre application. Et si l'image est faible, est moins de 500 kilooctets, vous la laissez tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est un peu cela. Et généralement, au niveau des sites web, on ne tente pas d'afficher les images lourdes au niveau du navigateur. Je rappelle, ne cherchez pas à afficher les images lourdes. Si vous souhaitez donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir avoir les images de bonne qualité, vous allez déjà uploader l'image originale, mais pas l'afficher. Il y a une différence entre afficher et uploader. Si, par exemple, supposons que vous avez développé un site de téléchargement d'images. Vous savez que pour télécharger une image, qu'est-ce qu'il faut? Il faut télécharger les tailles, les bonnes tailles. Donc, les images de bonne, les images pixelisées, si je peux dire cela ici, de bonne taille. Voilà, qui sont bien lourdes, parce que plus l'image est lourde, plus aussi elle est de bonne qualité. Si vous souhaitez, par exemple, mettre en place ce type de site de téléchargement d'images, qu'est-ce que vous allez faire? De manière logique, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas afficher les images lourdes. Et sur ça, ajouter le lien télécharger. Là, tout simplement, ça va tout simplement prendre trop de temps pour se charger. Et je rappelle, télécharger et charger, c'est pas la même chose. Et afficher, c'est pas la même chose. Donc, pour ce qui a, la solution la plus pratique, ça consiste tout simplement à ajouter le fichier à télécharger et à ajouter le fichier de couverture. C'est-à-dire, vous prenez deux images. Une image que vous allez uploader, bon, vous pouvez par exemple avoir 200 images. La version à afficher au niveau du navigateur. Dans le navigateur, pour avoir
déjà visualisé au niveau de quoi? Au niveau du navigateur. Et au niveau du deuxième champ, vous ajoutez tout simplement l'image originale, l'image à télécharger. Et cette image-là ne sera pas affichée à partir de SRC, parce que SRC va tout simplement essayer d'afficher l'image de l'écran. La version à télécharger ne sera pas affichée, ça sera se conserver au niveau du serveur. Et maintenant, ça sera seulement la version téléchargeable. Et à ça, vous allez ajouter le lien. Cliquez pour télécharger. Donc, quand vous allez cliquer sur télécharger, ça doit donc lancer le téléchargement pour télécharger la version originale sans pour autant l'afficher. Parce que si vous tentez de l'afficher, ça va consommer déjà beaucoup de ressources au niveau de la connexion utilisateur. Donc, de- et tout. Et aussi, ça va aussi demander trop de bande passante et ça prendra beaucoup de temps pour se charger et afficher. Donc, c'est tout simplement ça. Généralement, c'est ce type de système qu'on met en place pour pouvoir gérer ce système-là. Une première version qui sera affichée au niveau du navigateur et une deuxième version qui sera téléchargeable, qui ne sera pas affichée. Et pour créer le lien qui va servir de télécharger, c'est à partir de la balise ahref. Ahref à ça, on ajoute l'attribut download qui va permettre de pouvoir lancer automatiquement le téléchargement sans pour autant l'afficher. Donc, c'est un peu cela. Et maintenant, si vous avez compris les explications précédentes, c'est-à-dire, vous pouvez constater, vous pouvez donc combiner les deux systèmes en un seul. C'est-à-dire les deux boutons en un seul bouton. Ça se passe comment? Vous uploadez l'image originale. Vous uploadez l'image originale. Maintenant, au niveau de la sauvegarde, vous sauvegardez deux fichiers. Vous sauvegardez déjà un. Premièrement, le fichier de base, c'est-à-dire le fichier original, qui conserve la taille de l'image. Vous le sauvegardez un dans le premier dossier. Quand vous avez toujours la session de l'image en cours, en deuxième, en même temps que après la sauvegarde du fichier initial, vous compressez par la suite, vous compressez toujours cette image pour la sauvegarder dans un autre répertoire. Ça suppose que vous uploadez une seule image pour en faire deux. Une image qui est convertie, qui sera convertie et stockée dans un répertoire et un autre qui va conserver tout simplement. Donc, ça permet tout simplement d'avoir un seul bouton qui va permettre d'uploader, de pouvoir gérer ces deux champs-là. Donc, ceci, c'est juste des idées. C'est pour vous donner les esquisses de solutions pour pouvoir améliorer votre application. Donc, fini la partie image. Hein. Maintenant, si je passe maintenant à la partie... parce qu'il faut comprendre déjà, le plus important en programmation, ça reste parce que quand vous comprenez déjà ce que vous faites, vous allez à coup sur l'améliorer, vous allez développer des stratégies pour la rendre beaucoup plus meilleure. Mais si vous êtes limité à afficher les images sans même savoir pourtant vous afficher, et très souvent, nous en tant que des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, qui maîtrisent beaucoup plus mieux la chose. On commence, quand on travaille de telle sorte que on sait, on développe une application. À la base, on sait qu'il y a des manquements, il y a des choses à ajouter. Mais on est conscient, parce que le plus important, c'est d'être conscient de cela. On est conscient, parce que on n'a pas toujours le temps de tout faire avant de publier. On développe le minimum, le cycle nécessaire, ce qui fonctionne, on publie. On peut l'héberger, ça continue de fonctionner. Mais à ça, tout en étant conscient des défauts. Parce que on va l'améliorer au fur et à mesure. Parce que si on a des problèmes de temps, on ne va pas tout développer en un seul coup. On développe le cycle nécessaire, le minimum, on développe au public. Et on va donc essayer de corriger ces éléments-là au fur et à mesure. D'ajouter des fonctionnalités. Donc, ça veut dire que le site, je peux déjà le publier si je veux. Je le publie tout en étant conscient des manquements, de ce qu'il y aura à ajouter par la suite. Et donc, j'ajoute par la suite. Comme je viens de vous expliquer, il y a le système d'image qu'il va falloir compresser. Donc, si vous compressez les images avant le stockage, ça ne va pas impacter l'ensemble du système. Donc, c'est quelque chose qui peut être géré facilement avec des mises à jour. Vous gérez tout cela. Donc, si vous êtes conscient de cela, vous allez gérer cela. Maintenant, on avait le bouton ajouter au panier. Vous allez voir que quand on clique sur ajouter au panier, qu'est-ce qu'on fait? On est directement redirigé dans le panier qui affiche le panier. Maintenant, on peut aussi revenir là, cliquer sur notre produit pour ensuite l'ajouter au panier. Vous allez constater qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait?
on est redirigé au niveau du panier. Alors que on peut mettre en place un système déjà. On a un panier ici en haut. On a l'icône. On n'a même pas ajouté le lien. Mais vous allez ajouter le lien panier qui va permettre de construire directement le panier. Mais on peut ajouter tout simplement l'icône panier. Au niveau de cette icône, on peut ajouter le nombre de produits dans le panier actuellement. Donc, ça permet d'avoir cette information-là au niveau du menu. Donc là, c'est un plus que vous pouvez ajouter. Maintenant, si ça se passe, et fait de telle sorte que, en cliquant sur le lien, au lieu de rediriger dans le panier, on soumet une requête en arrière-plan par Ajax. On n'a pas le rechargement. On soumet, on soumet la requête par Ajax, hein. Et je pense on avait vu un exemple quand on gérait la page, je pense que c'était la page checkout, hein, checkout dans template, on avait un bouton du nom checkout ou ordre autant pour moi. Et puis, on avait ce répertoire ordre. Dans ce ordre, on avait ceci. Donc, on avait ces requêtes-là qu'on envoyait par Ajax, hein. Par Ajax, il permettait de soumettre les requêtes. Donc, pour gérer cela, comme j'expliquais, pour envoyer la requête sans pour autant recharger la page, vous pouvez soumettre la requête par Ajax. Et si le produit est bien, et retourner une réponse, hein, et retourner maintenant, et retourner une réponse après l'ajout au panier, si vous ajoutez par Ajax, et faire des petites modifications au niveau du back-end, bon, au niveau du contrôleur. Après cela, récupérer la réponse. Comme ici, ce qu'on faisait, on faisait ceci, on prenait la réponse, on récupérait la réponse à ce niveau, si on récupère la réponse. Si le message est true, si cela a été bien ajouté au panier, peut-être ajouter un statut, peut-être 200. Si on vérifie que le statut est 200 au niveau de la réponse, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente seulement le nombre qui est au niveau du panier. Ça va déjà vous permettre de pouvoir intégrer ce système-là, de pouvoir sauvegarder sans recharger la page, de sauvegarder ça par Ajax et de récupérer la réponse. Si la réponse est 200, vous incrémentez tout simplement ceci à partir du JavaScript. Donc tout ça, c'est fait avec du JavaScript. Quand vous allez ajouter JavaScript, vous pouvez ajouter cette fonctionnalité-là. Mais comme je l'ai dit, si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez intégrer ça dans votre application et que vous ne savez pas comment, vous avez toujours le choix de me contacter. Je peux vous accompagner. Tout est là. Donc, on peut s'entendre, hein, et puis je vous accompagne pour pouvoir ajouter cette fonctionnalité-là. Ici, c'est bien. Donc, on a vu cela, tout ce qu'il y avait comme encore pour pouvoir ajouter. Maintenant aussi, au niveau du panier, dans certaines applications, vous pouvez aussi ajouter un formulaire qui permet de modifier directement la quantité à partir du panier. Parce que dans certains cas, le client peut soumettre. Et dans notre cas, c'est que quand on ajoutait le même produit deux fois, ça ajoutait la quantité. Pourquoi ici on avait la quantité de 2? Vous pouvez aussi donner la possibilité d'ajouter une fois la quantité à ce niveau-ci. C'est-à-dire une fois le visiteur dans le panier, il peut éditer directement la quantité. En hésitant, on avait vu comment on pouvait faire une mise à jour après la modification. On avait vu au niveau du checkout, quand on changeait la ville, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la mise à jour au niveau du frais des livraisons. Donc, vous allez seulement vous expliquer, mais ça reste la même chose, mais sauf qu'il y a quelques petites portions à ajouter, mais le principe reste le même. Après une mise à jour, vous allez détecter le changement par Ajax, par JavaScript. Et puis, faire donc comment? Et soumettre donc la requête pour pouvoir récupérer maintenant les mises à jour et modifier le prix si on change la quantité, tout simplement. Modifier le prix au cas où on change la quantité parce que la quantité est liée au prix, tout simplement. Donc, vous avez le choix d'ajouter ce champ-là sur chaque produit. Ça va déjà permettre de modifier cela. Donc, c'est pour ce qui était du panier. Donc, pour les commandes, hein, on avait des commandes livrées. Si je me rends là dans commande, on avait imprimé la facture. Si on pouvait bien imprimer la facture, tout cela, tout cela, tout cela, tout cela. Donc, à ça aussi, au niveau du champ commande, je crois, au niveau de la base de données,
Au niveau de order, qu'est-ce qu'on avait? On avait ajouté ici la date de la commande, la date à laquelle l'utilisateur a initié sa commande, hein. Donc ici, vous pouvez ajouter des fonctionnalités du genre filtrer en fonction du mois, afficher les commandes faites le mois en cours, le mois précédent, tout cela, les statistiques, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les ventes réalisées en une journée, les ventes réalisées en 24 heures, tout cela. Donc, tous ces éléments, vous pouvez les ajouter. Ça permet de développer votre application. Donc voilà, donc c'est autant de pouvoir ajouter les statistiques, filtrer les commandes les plus vendues au cours du mois, en 24 heures, produits les plus vendus, et tout cela, les produits les mieux notés. Pouvoir ajouter le produit, noter ce produit, tout simplement. Et pouvoir afficher cela au niveau de l'accueil. Donc c'est toutes ces fonctionnalités que vous pouvez ajouter, donc ajouter au niveau de votre application. Donc ici, c'est déjà le nécessaire, ce qui déjà peut vous permettre de vendre vos produits, ainsi de suite. Mais à cela, vous pouvez, avec des mises à jour, ajouter toutes ces fonctionnalités-là. Et quand vous êtes dans le cadre d'une application, si vous n'avez pas assez de temps, je vous conseille déjà de commencer avec quelque chose de fonctionnel. Tout ce qui est statistique par la suite, tout cela, ça peut venir par la suite. Parce que si vous souhaitez développer entièrement toute une application, l'application ne sera jamais complète, hein. Donc, avec le temps, quoi? On implémente toujours la mise à jour. Donc, avec le temps, vous allez évoluer avec des mises à jour, ajouter fonctionnalité après fonctionnalité, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Donc, je pense que j'espère que pas trop, je suis d'accord à 47 minutes, 50 minutes. Donc, on va tout simplement arrêter ici pour cette formation. Pour cela, vous allez tout simplement, les recommandations, tout ce que j'ai recommandé de faire, vous allez essayer de travailler là-dessus. De travailler là-dessus et comme pour information supplémentaire, j'envisage déjà mettre en place un système pour pouvoir accompagner toute personne qui souhaite se lancer dans l'apprentissage du code, qui veut développer ses compétences, qui veut développer des compétences en programmation. Donc, et tout simplement, la maison reste YouTube, hein. Donc, je dois continuer de publier des vidéos sur YouTube, des formations. Donc, des formations de ce genre. Donc, après cette formation, j'envisage de lancer une nouvelle formation sur Laravel, dans laquelle on va encore tout ensemble développer un site e-commerce, où vous allez apprendre Laravel au développement d'un site e-commerce. Donc, c'est ça le titre de la formation. Apprendre Laravel au développement d'un site e-commerce. Maintenant, à côté de ça, j'ai mis sur pied un système qui va permettre de suivre votre parcours. Votre parcours. Donc, j'aurai mon temps à payer pour, voilà, parce que quand vous apprenez la programmation, le plus difficile parfois, quand vous travaillez tout seul, ça peut parfois être très difficile, hein, tout simplement. Parce que vous n'avez pas de soutien, vous avez des questions, vous n'allez pas facilement, vous serez coincé très souvent, pour une erreur qui peut peut-être prendre, peut-être vous pouvez par exemple passer des heures et des heures sur un bug, alors que si vous étiez accompagné, une, une petite information, ça vous aurait sauvé. Donc, ce groupe que je vais créer vise tout simplement à accompagner et à vous faire travailler dans des projets concrets. C'est-à-dire de vous pousser à développer vos compétences. Parce que sur YouTube, on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir en une seule formation. On ne peut tout voir. On ne peut tout voir en quelques vidéos sur Symfony. Donc, la programmation, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est beaucoup plus lourd que cela. Donc, c'est quand vous êtes dans un projet que à chaque étape, vous allez développer des moyens pour apporter la solution à vos préoccupations. Et très souvent, vous n'êtes même pas très sûr si la solution que vous avez initiée est vraiment adaptée à la situation, au système que vous êtes en train de mettre en place. C'est pourquoi un regard d'un expert est toujours important. Il va comprendre ce que vous essayez de mettre en place et il va vous montrer tout simplement ses avantages et ses limites. Parce que très souvent, chaque système a des avantages et des limites. Et il faut comprendre ces avantages et ces limites-là pour pouvoir faire cela. Donc, il faut prendre conscience de ce qu'on est en train d'intégrer. Pour déjà, est-ce qu'on doit l'intégrer ou
ou il faut tout simplement le changer par quelque chose de beaucoup plus meilleur. Donc, c'est un peu cela. Donc, l'objectif est donc à vous accompagner dans ce sens-là. Dans le sens où je vous offre un accompagnement et un suivi. Et un suivi. Pour une personne qui veut se lancer, par exemple, dans le développement d'API, tout simplement, qui veut commencer à construire, à développer les API robustes, tout simplement, c'est sur YouTube déjà, je propose des formations sur le développement d'API. Mais s'il souhaite aller beaucoup plus loin, ou s'il travaille dans un projet qui est concret, où il est conseillé tout simplement, et il a besoin de mon point de vue, ou s'il a besoin d'inspection, que j'essaie un peu d'inspecter son code, sera en mesure de travailler avec lui pour pouvoir lui dire exactement quoi faire. Ou aussi, à la limite, s'il est conseiller et qu'il veut ajouter des fonctionnalités et il n'a pas, ou il est conseillé tout simplement, comme j'essaie d'expliquer, n'est pas en mesure de le faire, ou il aimerait avoir une explication et comment l'intégrer, parce qu'on peut aussi, l'information est toujours utile et cruciale, comme je venais d'expliquer. Sinon, c'était cela le but de cette vidéo, parce que ça devait déjà vous présenter ce qui est fait et ce que vous pouvez compléter. Et les limites de ce qui existe, de ce qui est fait. Et les limites, c'est pas grave. Ça fonctionne, mais il faut modifier ceci par cela. On arrête ici tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de temps. On ne va pas faire une formation de 50, mais ce que vous avez déjà suivi, c'est le minimum. Vous pouvez déjà vous dire, je suis développeur Symfony, je suis capable de construire des applications sur Symfony. Et je pense que ce type de formation est beaucoup plus adapté. Vous allez beaucoup mieux apprendre dans ce type de formation que d'aller suivre vidéos, des explications, comment un contrôleur, comment créer une vue, comment créer une session, ainsi de suite. Parce que dans ce cas, on apprend en programmation que dans la pratique, que dans la pratique. Parce que si je prends le cas de cette formation, après avoir créé 10 contrôleurs, vous allez finir par comprendre ce qu'on entend par contrôleur. Et si on a créé plusieurs contrôleurs, plusieurs routes, on n'a plus besoin de s'attarder sur les définitions. Donc, ça permet déjà de... Les formations de cette permettent déjà de pouvoir pratiquer en même temps que de se former. Vous vous formez dans la pratique directement. Ça suppose que, après votre formation, vous êtes déjà à mesure de développer des applications. Alors que si vous vous lancez dans des petits trucs, petits 2 minutes, comment contrôleur, petits 2 minutes, comment créer une session, ainsi de suite, vous allez finir la formation. Vous allez par exemple suivre 30 vidéos ou 40 vidéos sur Symfony. Mais si vous n'exploitez jamais cela pour développer une application concrète, vous allez vous retrouver toujours en train d'oublier. Ben, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Parce que il y a des langages de programmation qu'on apprend, mais qu'on ne développe jamais rien de concret avec ces langages. Et par conséquent, on oublie. C'est-à-dire, si tu apprends aujourd'hui euh, Angular, tu apprends Angular, tu as suivi la documentation d'Angular entièrement, et que tu n'as développé aucune application concrète par la suite, tu vas oublier au bout de 3 mois. Tu ne vas plus te retrouver tout simplement parce que tu n'as pas exploité cette formation-là. Tu n'as pas pratiqué pour finir par retenir. Parce que à force d'écrire route, à force d'écrire Symfony mes contrôleurs, on finit par garder tout cela dans sa ciboule, tout simplement. Donc, cette formation va déjà, c'est une formation qui est sûre. Donc, tu suis entièrement la formation, tu es développeur. Parce que on est développeur que en développant une application qui est concrète, comme ce qu'on venait de faire. De faire. Pour cela, vous êtes déjà à mesure de développer des applications. Parce qu'on a quand même développé quelque chose de pas très facile. On a développé un site e-commerce. Un peu cela. Et aussi, comme je disais, au niveau de la base de données, j'ai aussi quelque chose à vous montrer. Si vous vous rendez dans votre base de données, au niveau du PHPMyAdmin, vous avez concepteur, vous avez l'onglet concepteur. Donc, sur Symfony, cela est bien géré sur Symfony. Si vous êtes habitué à d'autres frameworks, vous allez constater que ces frameworks-là n'intègrent pas ce système de relation au niveau du concepteur. Justement, c'est là que la plupart du temps, j'apprécie beaucoup plus Symfony parce que au niveau de concepteur, vous allez pouvoir afficher le chemin de vos tables. Donc, vous pouvez déjà, à partir d'ici, visualiser vos trucs. C'est-à-dire, si vous êtes à l'université, si vous suivez un cursus, si vous êtes dans une évaluation, la plupart des temps, on va vous demander les MLD et tout le reste. Donc, vous pouvez donc pouvoir, à partir de ce concepteur-ci, faire quoi? Faire le chemin
le schéma de table. Donc, à partir d'ici, vous avez la possibilité de visualiser des relations. Donc, les relations qui sont faites au niveau de vos tables. Vous pouvez les afficher, les décomposer pour mieux comprendre. Et mieux comprendre. Donc, là, maintenant, au niveau de mon quoi? Au niveau de mon écran, qu'est-ce que j'ai? J'ai toutes les tables que je retrouve au niveau de mon application, simplement. Et ici, on a la table Product, on a City, on a Add Product, on a quoi? On a Doctrine. Ensuite, on a quoi? On a Order. Après, on a la table User. On a donc cette table qui est la table User. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On a la table User. Ici, je constate que la page Product est liée à Product History, qui permettait de pouvoir gérer les stocks, les stocks des produits. Add Product Story. Et ensuite, cette table-ci, elle est liée à Order. Product, elle est liée à Order parce qu'au niveau de Order, il y avait une relation. Une relation qui était de type quoi? De type many to one. Donc, de type many. Dans Order Product, c'est une relation de type many. Ici, on a to one qui était lié à la page Product. On a cette relation aussi. La table Order est en relation à la table Order Product. Donc, ici, au niveau de Order, on avait quoi? Une relation de type quoi? De type many to one. Comme vous pouvez aussi visualiser à partir d'ici. Ici, on avait one. Et ici, on avait many. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs produits qui appartiennent à la même commande. Mais on ne peut avoir le contraire. Donc, c'est le type many to one. Tout simplement. Donc, c'est un peu cela. Donc, c'est de cette manière que vous allez pouvoir, voilà comme je l'ai expliqué, visualiser le schéma de vos tables. Donc, je suis à une heure d'enregistrement. Donc, sans plus tarder, on va arrêter ici avec cette formation. Et comme je l'ai expliqué, on va se retrouver dans une formation dont je vous conseille vivement de vous abonner et de suivre cette formation-là. Et ça vous sera utile. On va revoir comment développer un site e-commerce. On va voir une formation sur Laravel. Donc, sur comment apprendre Laravel au développement d'un site e-commerce. Donc, c'est ce qu'on verra dans la suite. Et vous avez mon numéro en description. Donc, vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en description. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est déjà de vous encourager. Parce que suivre une formation de 31 vidéos, c'est pas toujours évident. Et je sais la difficulté, je sais que cela nécessite beaucoup de concentration. Et celui qui est arrivé à terme de cette formation, ça se pose déjà qu'il peut déjà s'en sortir dans la programmation. Donc, continuez de cette manière et aller de l'avant.